Bonjour à tous, merci d'être présents ici. Merci Sandrine pour cette présentation. J'aurais pas fait mieux, mais ce qu'on va faire, c'est pendant 1 heure, c'est parler de vous, pas de moi, c'est parler de marketing pour votre cabinet. Comment faire pour faire face aujourd'hui à la conjoncture, à nos évolutions, pour pouvoir avoir des nouvelles offres, des tarifs différents, une communication différente pour répondre à vos nouveaux besoins. Donc, quelle stratégie marketing pour votre cabinet, exactement, j'aurais dû mettre. Donc, on m'a présenté un petit peu. Je rappelle vite fait que je suis diplômé d'expertise en 2017 et que ça fait maintenant bientôt 4 ans que mon entreprise accompagne vos confrères, autant en consulting qu'en formation. Et en complément, je suis aussi auteur pour les éditions Fouché, où j'interviens pour les écoles de commerce et l'NCCA sur le domaine du marketing, pour le DSCG plus précisément. Il n'y a pas longtemps, j'ai été créateur du podcast Marketing du cabinet comptable. Je me suis dit tous les mois, faire une petite interview de confrères qui pourraient partager leur technique marketing pour donner des conseils aux confrères et avoir en même temps des nouvelles idées à appliquer chez vous. Donc rentrons directement dans le sujet. Dans un premier temps, je pense qu'on va voir le contexte, comprendre pourquoi notre métier est en mutation et l'intérêt qu'il a. Et vous faire comprendre que le marketing, c'est obligatoirement une solution, un outil qui pourra peut-être répondre à cette évolution. Deuxièmement, je souhaiterais vous présenter des stratégies qui sont déployables au sein de vos cabinets. Comment faire rapidement, dès vendredi ou lundi avec vos associés, pour mettre en place, si vous voulez, des techniques, des petits outils pour commencer à prévoir votre stratégie. Troisièmement, j'ai fait un petit travail pour vous présenter 4 exemples de stratégies marketing qui sont duplicables au sein de vos cabinets face à la conjoncture actuelle. Après, je vais vous donner un petit listing de vos travaux que vous devez mettre en cours au sein de vos cabinets dès lundi. Et puis, on va se garder 10 à 15 minutes pour échanger entre vous sur des questions marketing que j'aurais évoquées ou d'autres que vous souhaiteriez que l'on puisse parler. Le contexte actuel. La prérogative d'exercice amène à repenser certaines choses. Est-ce qu'elle sera encore en cours d'ici 10 ans, 5 ans, 1 an? Est-ce que la saisie, la tenue ont encore toute cette valeur ajoutée pour le client? Sachant que, en fonction des études qui ont été faites par les moulins à vent ou le Conseil supérieur, on constate que 60 à 70% du chiffre d'affaires émane de cette prérogative. Alors si elle tend à disparaître, comment faire? D'un point de vue marketing, peut-être qu'on pourrait essayer de valoriser justement notre travail pour qu'il soit mieux considéré pour les clients. Ou au contraire, se dire, bon, on pourrait peut-être partir sur d'autres missions. Et donc, dans ce biais-là, comment faire pour communiquer? Comment faire pour le marketer? Donc la prérogative d'exercice est un moyen qui nous demande de nous retravailler, de nous reposer les bonnes questions sur votre stratégie globale de votre cabinet pour se demander si on reste dans cette optique-là, la mission traditionnelle, ou au contraire, partir sur des missions complémentaires ou d'autres ouvertes à d'autres concurrences. Et justement, j'en viens à ce point-là. Les prospects. On avait la chance, à l'époque, d'avoir les clients qui venaient jusqu'à notre cabinet. Vous le savez mieux que moi, ça devient de plus en plus difficile à avoir des clients qui viennent taper à la porte tout seuls. On doit prouver aujourd'hui notre expertise. On doit montrer pourquoi nous, par rapport à nos confrères, les 20 000 autres confrères, pourquoi on devrait venir dans notre cabinet. Qu'est-ce qu'on a en plus? Peut-être je suis moins cher au niveau tarif, ou premium, ou au contraire, j'ai des services qui sont peut-être meilleurs ou plus spécifiques et qui répondent à une obligation spécifique. Et vous constaterez, maintenant les prospects sont comme vous et moi. On a tous un point commun dans cette salle et aussi en distanciel, on a tous le smartphone. Le smartphone a changé notre façon de prospecter, vous autant que moi. Le parcours d'achat d'un prospect, du moment où il a pris conscience qu'il avait besoin d'un service, jusqu'au moment où il va rencontrer le confrère pour signer la lettre de mission, il va se passer 70% de ce parcours où il va le faire tout seul. C'est-à-dire que dès qu'il aura pris conscience en fait, de ce service, il ne va pas venir tout de suite au cabinet.
il va faire des recherches sur Internet. Il va comparer les prix, les offres, voir ce qui se propose, voir s'il y a des avis ou commentaires aussi sur vous. Donc, ça, on ne le maîtrise pas. Et donc, il convient avec le marketing de pouvoir mettre en place, par exemple, des sites Internet, des commentaires et avis de vos clients sur Google, de parler sur les réseaux sociaux pour montrer votre expertise. Tout ça est un moyen de pouvoir attirer le client, enfin le prospect exactement, vers vous. La fidélisation du client. Une fois que ce prospect est chez vous, ok, tout se passe bien, on fait la mission, mais derrière, le client parle à d'autres, parle à ses confrères. Il faut comprendre que si vous avez des tarifs différents d'un client à l'autre, ça risque de poser problème. Il vaut mieux avoir une grille tarifaire générale. Et puis, tout le monde se parle, tout le monde va vérifier ce qui se passe sur Internet, dans la rue ou autre. Donc, il pourra très bien aller demander à ses confrères, « Tiens, est-ce que ton expert comptable, il a proposé telle ou telle chose ?»« Oui, non, pas le mien. » Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, une clientèle que celle-ci sera tout le temps fidèle. Et on constate de plus en plus que la fidélité de la clientèle s'amoindrit. Donc il est important de personnaliser votre relation. Il est important de tenir un fil conducteur avec lui en lui proposant peut-être des services, des techniques ou des outils digitaux qui lui permettront de faciliter sa vie. Vous comprendrez bien que la fidélisation est un point important. Votre clientèle, elle vous connaît. Donc, elle a une oreille audible pour vous. Elle prendra le temps pour vous écouter sur des nouvelles idées, des nouvelles missions. Et par exemple, la semaine dernière ou sur d'autres jours, on peut voir qu'on parle beaucoup de la facture électronique, de l'ECF. Si moi je venais, voilà, en tant que j'installe mon cabinet, et je viens taper aux portes des clients, 3/4 des personnes vont me fermer la porte au nez, parce qu'ils ne me connaissent pas. Par contre, vous, ils sont clients chez vous déjà. Donc ils vont prendre le temps de vous écouter. Vous aurez un laps de temps qui lui permettra de comprendre ça et de vendre, entre guillemets, votre mission dans tout son intérêt. Le 4e point, on ne va pas se le cacher, l'attractivité du métier, c'est quelque chose qui nous fait défaut depuis quelque temps. Je suis la mauvaise partie, dans le principe où je suis diplômé d'expertise comptable, j'ai fait tout le parcours, et au final, je ne me suis pas installé. Donc, pourquoi je ne me suis pas installé? Il y a sûrement des mots dans la profession. Pareil pour nos collaborateurs. Pourquoi ils ne souhaitent pas venir dans ce métier qui est génial? Donc, il faut prendre en corrélation ce biais-là. Et vous savez qu'il y a un marketing spécifique, qu'on appelle le marketing de recrutement, qui aide les cabinets, petits comme gros, à attirer justement les talents d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle les millénials. Ces derniers veulent avoir une vie pro, perso. Ils veulent pouvoir faire des grandes missions variées. Mais ça, c'est une généralité. Il faut comprendre qu'il y en a certains, pour le voir tous les jours. J'interviens dans les universités à Clermont-Ferrand, à Lyon, Saint-Étienne, Nice. Et une partie sont intéressés pour faire de l'IFRS, de la conso. Faire des heures, ça ne les gêne pas. C'est ça qui les intéresse. D'autres veulent faire plus des choses qui vont leur permettre d'être variés parce qu'ils ne savent pas encore si c'est de l'audit ou plutôt de la comptabilité. Et d'autres veulent mettre en priorité leur vie pro-perso. C'est surtout ça. Donc, le marketing va vous aider, si vous voulez, à trouver, à se matcher, entre guillemets, entre votre cabinet, votre façon d'être. Je ne vous demande pas de changer, mais de mettre en avant vos avantages pour trouver le collaborateur qui ira dans votre cabinet. Et je remercie le Conseil régional d'Île-de-France avec Caroline Hénin, qui fait un travail majestueux, qui a mis en avant justement l'attractivité et qui vous a peut-être présenté, vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, avec les geeks du chiffre. Est-ce que vous connaissez les geeks du chiffre? Oui, non? Tous les geeks du chiffre sont connus par tous les étudiants. Ils se forment au travers d'un espace sur Internet, freemium, où vous payez, si vous voulez, comme sur Netflix, une partie pour consommer. Et c'est vraiment du pratico-pratique. C'est une façon de consommer la formation pour avoir son DSCG, ce DSCG différemment. Et ça répond en fait aux millénials. Il n'y a rien de nouveau en fait.
C'est juste qu'ils se sont adaptés à la clientèle qu'ils ont touchée. Les jeunes d'aujourd'hui veulent des choses assez simples, qui sont dans le temps, qui vont à l'essentiel, 2 minutes, 3 minutes, avec des exercices, de la mise en application directe, différent de la formation qu'on avait standard, plus avec les bouquins à apprendre. Et ça, en fait, c'est du marketing qu'ils ont appliqué. Comme pour la tarification. Il fait à la Netflix ou Spotify, je paye un abonnement pour 1 mois et je consomme ce que je veux. Une fois que j'ai fini de consommer, je peux arrêter mon abonnement. C'est juste une présentation marketing de votre communication, de vos tarifs et de votre produit différemment. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est applicable dans notre secteur? Oui, on peut le mettre en place. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que le cabinet, et je devrais arrêter de me dire le mot cabinet, votre structure, c'est une entreprise. Vous êtes une entreprise. On fait les chiffres, c'est notre métier de base. Mais il ne faut pas oublier que vous avez des personnes à manager. Le stratégie aussi de votre cabinet. Le marketing. N'oubliez pas que quand vous montez un cabinet ex nihilo, de départ, la première chose n'est pas rentrer à faire de la comptabilité. Votre première chose et votre premier devoir est de trouver du client. Aller faire une partie commerciale. Donc ça, c'est une partie, une facette des soft skills que nous devons avoir et que nous devons développer de plus en plus. Car votre cabinet, comme Google, comme Renault ou autre, vous devez faire du marketing et de la communication pour être audible. Je vais passer justement à vous faire comprendre que le marketing, c'est quand même important. Alors, je vous ai mis cette image et je vais vous demander ce que vous voyez, vous, avec cette image. On ne va pas parler de comptabilité immobilière, je vous rassure. Qu'est-ce que j'ai souhaité vous montrer avec cette image? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? C'est un immeuble haussmannien, donc dans Paris, ok? Il y a des vitrines, c'est vrai. On ne voit pas les vitrines, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez qu'au 2e étage de cet immeuble, il y a le meilleur expert comptable de France? Vous savez son prénom et son nom? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que là, imaginons, je monte mon entreprise, je suis dans la rue, et là, je viens d'apprendre qu'il faut un expert comptable. Je ne savais pas, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je me dis, bon, il faut que je cherche. Je regarde autour de moi, et là, je vois cet immeuble. Bon, oui, c'est un immeuble, bon, je pars. Et je vais prendre mon téléphone, et je vais chercher sur Google, expert comptable Paris. Là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y a aucun marketing. Alors que je suis en train de louper la chance de ma vie, en ayant le meilleur expert comptable qui m'aurait permis de développer mon entreprise. De rester dans l'ombre, il y a des inconvénients. On a eu de la chance d'avoir du bouche à oreille ou autre, mais au bout d'un moment, avec les nouvelles générations, ces nouvelles façons de faire de l'entreprise, du marché, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Je vais vous montrer autre chose maintenant. Sur des devantures de cabinet. Les deux que je vous ai mis, elles existent. Elles sont en France. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand je suis dans la rue et que je vois le mot expert comptable, je sais que mon cerveau, il l'aurait mis dans un coin de la tête, expert comptable. Donc, quand je vais penser au mot expert comptable, peut-être que j'aurai son image. Pareil, quand vous allez acheter une boulangerie. Si vous allez devant un immeuble où il n'y a pas marqué boulangerie, vous ne pouvez pas savoir que derrière, il y a une boulangerie. Donc, dites-le, montrez-le. Ça, d'un point de vue de votre ville, c'est important. Après, il y a le site internet. Ça devient obligatoire. 80% à 90% des gens, quand ils ont une idée, prennent le téléphone portable, le smartphone, pour faire une recherche. Le bouche à oreille ne vient qu'en 3e position avec 5%. Et encore, on aura quand même été faire la recherche sur Internet. Donc il convient d'être présent. Parce que, comme je dis souvent à mes clients, si vous n'êtes pas présent sur Internet, d'autres cabinets le sont. Et si on ne vous trouve pas, certains peuvent se dire « Ah mais, c'est peut-être un expert illégal, il n'existe pas sur Internet. » Certains jeunes me posent souvent la question, me dire « Ce cabinet-là, mais il existe vraiment, on ne le trouve pas sur Internet. »
Oui, il n'y a pas qu'Internet dans le monde, mais prend une grande partie. Si vous n'êtes pas présent sur Google, sur les réseaux sociaux, eh ben, on ne sait pas ce qui s'y dit et on perd une partie de clients, de prospects. L'autre biais aussi, je vous ai mis en haut à droite, la tarification. Mettez-vous à la place quand vous allez, par exemple, chercher, imaginons, vous voulez acheter une nouvelle voiture et vous avez un budget de 50 000 €. Vous allez chez Ferrari, hop, j'ai un tarif à 200 000. Ah, ça ne me va pas, je ne suis pas fait pour eux. Je vais aller chez Dacia, c'est plus du 15-16 000. Non, là, c'est trop bas, c'est pas ce que j'attends. Je vais aller sur le traditionnel avec Mercedes, BMW. Ça répond à peu près à mon tarif. Tout le monde, tous les autres secteurs mettent des tarifs. Pour une bonne raison. C'est que dans votre recherche à vous, ça va vous éviter de faire des rendez-vous prospects pour rien. Si par exemple, vous avez une stratégie de faire des missions que sur de l'IFRS et de la conso. Si vous ne le dites pas avec des tarifs clairs, vous allez peut-être avoir des prospects en boulangerie ou autre chose. Et vous aurez perdu peut-être une demi-heure, une heure de rendez-vous pour rien. Et le client aussi, parce qu'il aura passé un temps avec vous. L'autre biais, n'oubliez pas, quand on fait une recherche sur Internet, les gens veulent tout de suite au moins une gamme tarifaire. 2/3 des personnes qui n'ont pas de gamme tarifaire changent de site. Pourquoi d'après vous? Pourquoi les gens s'en vont quand ils n'ont pas un tarif et qu'il faut obligatoirement faire un devis? Mettez-vous dans le contexte. Le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ils sont comme vous, on n'a jamais le temps. Si on n'annonce pas directement un tarif ou un rendez-vous, c'est pareil. Quand on dit « je vais vous rappeler », on sait très bien ça va être dans 3-4 jours. Et vous allez perdre une occasion d'avoir un client. Il faut tout mettre en œuvre pour que le client vienne vers vous. L'autre biais aussi, ce sont les newsletters. Vous pouvez envoyer des newsletters personnalisés à vos clients. Souvent, on me dit que la newsletter ne fonctionne pas. C'est faux. Pour avoir des nouvelles missions, c'est le meilleur moyen. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez l'écoute de vos clients. Vous avez la base de votre clientèle. Et ce que vous pouvez faire, au lieu de faire des newsletters toutes les semaines ou même tous les mois, c'est d'en faire une seule par secteur tous les 2 mois ou 3 mois. Mais vous allez répondre à des questions bien précises de vos clients. Vous comprendrez bien que dans une comptabilité agricole, on ne va pas proposer les mêmes services ou avoir les mêmes conseils que sur un 440. Et donc, si vous mettez dans votre newsletter des multitudes de données, toutes mélangées de différents secteurs, ça ne va pas plaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'infobésité à l'heure d'aujourd'hui. On allume le téléphone, on a des messages partout. On installe les réseaux sociaux, on se met devant, on a des infos partout. Tout le temps, on est harcelé. Et la boîte mail, j'en parle même pas. Donc, pour ne pas passer pour un spammer, vous devez justement apporter de l'information utile. Peut-être pas toutes les semaines, parce que vous n'aurez pas forcément le temps de produire cela, mais il vaut mieux produire de l'information utile une fois par mois ou tous les 2 mois que spammer les gens en apportant des données qui ne les intéressent pas. L'autre avantage aussi, on dit souvent que le marketing coûte très cher. Ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, quand j'interviens, la première chose que je pose aux clients, c'est quel est votre budget? Et en fonction de ça, on va utiliser des techniques appropriées. Les réseaux sociaux sont gratuits. N'oubliez-le pas, et c'est le moyen le plus important. Donc, il faut l'utiliser. Google My Business, qui en fait référence toutes les entreprises, quand vous êtes géolocalisé, imaginons que vous tapez restaurant sur 17e, ça va vous proposer tous les restaurants. Ça, c'est Google My Business et c'est gratuit. Et là, c'est l'un des meilleurs moyens pour apparaître dans les premières pages de Google, juste derrière le référencement payant. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut utiliser les nouveaux moyens d'aujourd'hui. Des outils aussi pour avoir votre comptabilité en ligne. Combien d'entre vous, dans la salle ou même à distance, ont une application de leur banque? Qui n'a pas d'application de banque plutôt? On va faire autrement. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à aller tous les jours pour voir votre solde bancaire à la banque? Ce serait une perte de temps. Eh bien, ces gens-là ont grandi, si vous voulez, avec des applications sur le téléphone.
Donc ils attendent aujourd'hui d'avoir l'application de sa compta. On ne veut pas exactement tout le détail, mais on veut les grands soldes. Et donc ça, c'est un moyen d'être face à la demande nouvelle. Et vous pouvez aussi utiliser, c'est la dernière image que je montrerai, c'est de faire des vidéos. Avec nos smartphones, on peut faire des films qui sont projetés au cinéma. Donc utilisez-les. Vous pouvez faire aussi des podcasts. Nombreux sont les cabinets qui en font. Utilisez les nouveaux moyens qui vous permettront, de manière aussi asynchrone, de toucher certains clients. Je vous propose maintenant d'aller dans la deuxième partie, la stratégie. Il y a 5 étapes, mais là on est sur l'étape 0, juste avant. C'est une étape plutôt stratégique, mais qui va se confondre avec le marketing. Vous devez vous poser la question, à 1 an, voire 4-5 ans, quel est l'objectif primordial de mon cabinet? Mon cabinet tourne bien, mais les collaborateurs ne viennent pas ou j'arrive pas à fidéliser, ça pose problème après avec la clientèle. Votre problème principal, c'est de pouvoir fidéliser vos collaborateurs. Et on se concentre là-dessus. Au contraire, je suis ex nihilo, je monte mon cabinet, je suis jeune. La première question qui va être, c'est trouver du client. Donc on va se concentrer à comment faire pour développer ma base de prospects et que ça devienne des clients et que ce soit rémunérateur pour mon cabinet. Ou au contraire, mon cabinet tourne très bien, je suis content, mais on voit que la moyenne d'âge de la clientèle commence à vieillir. Donc on se pose la question de comment faire pour la renouveler, comment faire aussi pour la fidéliser. Parce qu'ils sont en train de commencer de me dire allez, les prix, les tarifs sont un peu chers par rapport à la concurrence. Là, il faut se trouver une solution en disant pourquoi il devrait rester chez moi? Comment faire pour le fidéliser? Et donc, un truc et astuce, ce que je vous ai dit, c'est concentrez-vous sur un seul objectif. Vouloir répondre à tous les objectifs, vous allez vous disperser et vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux répondre à un seul, vous serez déjà audible en termes de marketing, que vous l'arrêtez de partout. Et vous le sachez beaucoup plus que moi. La période fiscale aussi, c'est peut-être pas le moment pour faire ça. Donc heureusement qu'on est aux universités d'été pour en parler là tout de suite. Le prochain trimestre vous permettra de mettre ça en place. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la stratégie à appliquer. Le premier point, il faut analyser notre secteur. Et prendre un moment aussi pour se remettre en question, vous ou avec vos associés, pour dire quelles sont les forces de notre cabinet. Deuxième temps, une fois qu'on a fait un peu l'état de la machine, c'est de se dire quel client, maintenant, on va se concentrer dessus. Parce qu'on ne peut pas répondre de manière équitable et être meilleur partout. Enfin, à ma connaissance, moi, je suis incapable de faire d'IFRS et de la consolidation, même si j'ai le diplôme. Et pourtant, je suis très très bon en associatif. Parce que pendant mes 10 ans de carrière dans la profession, j'ai fait beaucoup d'associatifs. Peut-être que moi, si je montais mon cabinet, c'est de me concentrer sur l'associatif. L'IFRS, j'en ai jamais fait, je ne prendrai pas le risque. Et il faut peut-être savoir se dire, bon, là on n'est pas bon, concentrons-nous sur les choses bonnes. Troisième point, c'est faire un positionnement différenciateur. On est 20 000 experts comptables. Si on dit tous « je suis expert comptable », on ne va pas être audible. Vos clients vous choisissent pour quelque chose de différent. Peut-être que vous êtes disponible tout le temps. Peut-être que votre tarif est meilleur. Ou peut-être que vos conseils, c'est le meilleur. Dites-vous bien que vous avez une chose pour laquelle viennent le client, mais pas par ce mot « expert ». Parce qu'on est 20 000. Ça ne vous différencie pas des autres. Quatrième point, ce sera la période un petit peu aval, où là, c'est le plan d'action. On va reprendre les fameux 4P. Il y en a 12 à l'heure d'aujourd'hui, mais on partira sur quoi on peut mettre en avant les prix, quels produits vous pouvez vendre, comment communiquer et comment le distribuer. Et la cinquième, la plus dure, le pilotage. Il est difficile de piloter sur le long terme, à cause de la période fiscale, à cause de d'autres problèmes qui viennent, mais il faut comprendre que le marketing, la communication, les clients n'attendent pas la période fiscale. Et donc il est important de travailler à minima un petit peu, une fois par semaine, ce marketing, pour savoir ce qui s'y passe, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas. Donc rentrons dans le vif du sujet avec le fameux, ce que je vous demanderai, c'est de faire la matrice SWOT. C'est la technique la plus connue, on va dire, en marketing, pour étudier votre environnement. Ça récapitule un peu les forces de votre cabinet et les faiblesses. Et de l'autre côté, vous allez avoir
les opportunités, les menaces de votre secteur. Ça, quand je le fais en cours souvent aux étudiants de marketing niveau d'école de commerce, ils me disent souvent « ouais, c'est rébarbatif, on le fait toujours ». Oui, mais le problème, c'est qu'il faut le faire bien. Parce que c'est important de comprendre comment va évoluer le secteur. Pour la partie expertise comptable, secteur, il faut vous dire comment est le secteur aujourd'hui, mais comment il va être dans 5 ans. C'est pour ça que je vous ai mis en avant les opportunités et les menaces du secteur. L'opportunité, nous avons une confiance. Et la Covid l'a encore plus prouvé. Vous êtes le bras droit des entreprises. Ils ont confiance en vous, ils vous écoutent. Donc, c'est très important. Vous avez un moment où vous pouvez lui proposer des nouvelles choses, l'accompagner. Il y a des nouveaux marchés. On a parlé de la facture électronique, il y a la loi Pacte, il y a le full service. Tant de choses qui vont nous permettre de nous développer. Mais vous pouvez aussi faire du système d'information. Vous pouvez faire du consulting. Vous pouvez aller sur des marchés nouveaux pour proposer aussi des services complémentaires qui pourraient peut-être faire du full service. Par contre, la menace dans le secteur, notre prérogative. Je l'ai mis en menace parce que moi, j'attends aujourd'hui que la saisie comptable, tout ça, disparaisse, s'automatise. Et la valeur ajoutée, elle n'y est plus là. Donc, c'est un moment, oui, peut-être pas agréable, de se dire comment on va apporter notre conseil, comment on va pouvoir facturer en dehors de cette saisie. Il faut qu'on se repositionne. Et pourquoi pas aller voir dans d'autres secteurs, comme on fait par exemple dans le luxe, dans l'automobile, ou plutôt aller voir nos confrères dans les autres pays. Comment font-ils aux États-Unis, en Italie? Repenser, aller plus loin que le niveau France et notre façon de faire qu'on a fait depuis des années. Je sais que ce n'est pas simple, mais on a un tournant qui peut vous permettre de répondre à vos besoins et d'être audible pour les clients et prospects. Et vous avez des nouveaux acteurs. Les banques, aujourd'hui, proposent certains services, un peu de comptabilité. C'est important de le prendre en compte, ça. On va peut-être perdre des clients parce que vous avez le tout-en-un, banque, avec un petit peu le suivi de la compta. Et après, il faudrait l'expert qui le refasse. Enfin, il faut se poser une question, comment est notre marché? Après avoir fait ça, l'étape d'après, c'est vous. C'est la plus difficile. C'est de se dire, droit dans les yeux, quelles sont mes forces? Bon, ça va, c'est plutôt facile. Mais quels sont plutôt les endroits où je suis moins bon? Est-ce que, par exemple, j'ai un mauvais management, j'arrive pas à garder mes salariés? Il faut se le dire. Voilà. Bon, on n'est pas bon, c'est là-dessus qu'on va travailler. Ou au contraire, j'ai pas de turnover, tout se passe bien, mais de l'autre côté, j'arrive pas à répondre à tous les clients. Je suis pas bon, justement, en IFRS ou en conso. Bon, peut-être qu'il faut se dire, je le fais plus, je le propose pas au catalogue. Je me concentre sur quelque chose. Vous devez prendre un laps de temps, peut-être 1 ou 2 jours avec vos associés pour vous dire quelles sont nos forces et comment on peut être différent de nos confrères. Ça, c'est important. Et pour vous aider, j'ai mis en place, en bonne pratique, vous devez mettre 3 facteurs par case, maximum. Pour illustrer un peu mes propos, prenons l'exemple, il y a l'année dernière, pendant la Covid, un restaurant qui veut se lancer. J'ai juste une seule ligne à remplir de ce tableau. Je mets la Covid dans menace du secteur. C'est réglé. Je ne peux pas monter, c'est trop dangereux. Je ne vais pas faire un restaurant. C'est le même principe pour vos cabinets, c'est de se dire quelles sont les opportunités dans le futur et celles que je dois abandonner. Une fois que vous avez déterminé tout ça, on passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle le persona. Quelle cible, quelle clientèle je souhaite satisfaire? Pour offrir des services, il faut comprendre qui va les utiliser. Donc, cette petite fiche vous permet en fait de visualiser, si vous voulez, votre client idéal. De savoir à peu près quel est son âge, où il vit, et de répondre à minima quelles sont ses difficultés ou besoins liés à son propre travail. En deuxième cas, quels sont les objectifs, les besoins et pourquoi il viendrait dans votre cabinet.
Et à contrario, plutôt, quelles sont les raisons pourquoi il ne viendrait pas? En faisant ce petit exercice, vous allez pouvoir mieux comprendre comment communiquer. Lors de mes formations, je le fais faire, où je vous mets dans la peau en fait, d'un expert comptable qui veut offrir des nouveaux services sur Paris à que des infirmiers libéraux. Et je demande de faire un ou plusieurs personas. Alors je mets des secteurs où on voit souvent, c'est principalement des femmes, elles ont 45 ans. Je mets des petits articles qui expliquent comment ils gèrent, quel est leur amour pour la comptabilité. Tout ça, avec ces données, vous pouvez me dire comment sont les infirmiers libéraux. Et on constate qu'il n'y en a pas qu'un seul. Vous avez à peu près 3 personae. Le premier, ça va être celle qui sort d'école et qui veut s'installer. La première question qu'elle a dans la tête, c'est comment je vais monter mon cabinet. Tout ce truc juridique, j'y comprends rien. Moi, je m'occupe de mon métier, mais il faut avoir une structure, j'y connais rien. Et ces gens-là, souvent, ont moins de 20 ans. Enfin, ils ont 20 ans, 22, 23. Donc, en sachant quel est leur problème, vous allez pouvoir lui parler à elle, en lui proposant des solutions, comment faire pour monter sur le côté juridique, et en communiquant plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont collés au téléphone. Ce sera le meilleur moyen de pouvoir les attirer. Vous allez avoir le deuxième persona, qui va être la personne qui a 40 ans, qui est en pleine bourre dans son métier, et qui passe son temps à travailler. Et la question qu'ils ont souvent, pour avoir eu plein de clients justement dans ce domaine, c'est « je donne tout mon argent aux impôts, j'en ai marre, comment on fait ?» Ce qui va l'intéresser, elle, c'est plutôt le fiscal. Comment gérer le fiscal? Donc, il faudra plutôt travailler là-dessus quand vous allez communiquer avec eux. Et vous avez une troisième personne qui est importante, celle qui va partir à la retraite. Elle veut savoir combien elle va toucher et qu'est-ce qu'elle va faire de sa patientèle. Donc, en parlant sur la retraite, en parlant sur comment vendre une patientèle, ça va l'intéresser. Monter un cabinet, ça ne l'intéresse pas. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous allez avoir des personnes dans le même secteur, mais vous ne serez pas audible pour tout le monde. Donc c'est important de faire ce travail-là. Peut-être que vous devez travailler sur une partie de vos clients. Par exemple, vous concentrer sur les BNC, peut-être faire du 440 ou de la conso. Mais vous comprendriez bien que si vous donnez les mêmes, enfin c'est même impossible de donner les mêmes conseils à une association qu'à un groupe coté. Ce n'est pas les mêmes attentes. Donc, vous devez adapter votre discours. Une fois que vous avez trouvé le client à qui parler, c'est l'étape un peu plus compliquée où là, je vais vous demander votre positionnement. C'est cette question que vous devez vous poser à chaque fois. Pourquoi devrais-je vous choisir comme expert comptable? Pourquoi vous? Vous êtes 20 000 à pouvoir me faire de la comptabilité, alors pourquoi vous? Vous avez sûrement quelque chose de meilleur que les autres. Et il faut le mettre en avant. Et pour vous aider à faire ce travail, j'ai utilisé le mapping. Le mapping, c'est une petite carte qui vous permet en fait de vous positionner, d'être plus illustré. Alors moi, j'ai mis en avant le prix mission. Mais vous pouvez faire différemment. Vous pouvez faire le prix et la zone géographique. Vous pouvez faire la mission zone géographique ou d'autres biais. Mais par exemple, là, je vais pouvoir comparer plusieurs cabinets en disant, voilà, moi je suis le cabinet A, je fais presque toutes les missions à un prix proche du secteur. Comment sont mes concurrents les plus proches à côté de chez moi? Est-ce que le cabinet qui est la rue d'à côté fait comme moi? Ah non, il est beaucoup moins cher, donc je ne vais peut-être pas mettre en avant le côté tarif, mais plutôt montrer que mes services sont plus premium et de meilleure qualité. Ou au contraire, il y en a un qui va faire, comme le cabinet C, du low cost. Il fait beaucoup de données, mais que du low cost. Et bien moi, quand je vais mettre ça en avant, ce n'est pas mon tarif encore une fois que je vais mettre, mais faire voir que moi, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil. Vous ne serez pas derrière un chatbot ou un robot. Je ne dis pas qu'il y a une bonne ou mauvaise technique. Je dis surtout qu'il faut vous positionner pour que vous soyez clair dans votre stratégie, en disant, voilà ce que je veux faire, du full service et à tel prix. Et face à cela, quel autre expert va être en face de moi? Et à côté de ça, voir ce qu'on va pouvoir mettre en avant, qui sera peut-être plus valorisant. C'est important de vous poser cette question toujours. Pourquoi vous, plus qu'un autre? Vous avez quelque chose de plus. Et c'est là-dessus que le client et le prospect va venir vous chercher.
Le quatrième point, c'est les 4 P du mix marketing. Ça date depuis les années 60. Ça monte jusqu'aux 12 P maintenant avec le personnel et d'autres choses. Mais moi, j'ai voulu être synthétique pour que dès vendredi ou lundi, vous puissiez attaquer. Il y a 4 choses qu'il va falloir travailler. Le service, le prix, la communication et la distribution. Vos services, on peut rester sur une gamme traditionnelle. Ou au contraire, on peut aller sur le full service qui se développe et qui est très attendu par les TPE-PME. Ou du spécifique, avec les compétences spécialisées. Vous pouvez présenter, il faut présenter ce que vous vendez. Et pas, comme je vois souvent sur certains sites internet, on fait compta, fiscal, mais on met juste le mot comme ça, mais les clients ne comprennent pas. Ils n'ont pas notre langage. Il faut qu'on vulgarise un petit peu pour qu'ils puissent comprendre en fait. Il faut qu'on adapte notre discours à eux. On est obligé de faire l'effort pour eux maintenant. Votre périmètre, vous pourrez rester sur du classique avec tout secteur, ou plutôt sectoriel. Et adapter ce que vous allez offrir à vos clients, des outils. Les outils digitaux deviennent de plus en plus importants. Utilisez-les. Des fois, il y a des apprentis que je gère dans les cabinets, avec les business schools, et qui me disent « On a tout sur les applications, avec le téléphone, je peux tout automatiser. » J'arrive dans un cabinet en apprentissage, ils me remettent sur de l'Excel. Alors je dis « l'Excel, on en fait tout le temps. » Non mais Excel, je ne connais pas moi. L'Excel, dites-vous que ça est en train de disparaître. Plus personne ne le connaît. Et on va sur des applications automatiques pour gagner du temps. Du coup, il y a du petit décalage des fois entre ce que l'on voit à l'école et le monde de l'entreprise. Je ne dis pas que je vais régler le problème, mais essayer de trouver un pont entre vous deux pour essayer d'améliorer ça. Et je le répète encore une nouvelle fois, l'application pour les banques, c'est le meilleur exemple. On se doit aujourd'hui d'avoir une application de comptabilité à minima, si vous voulez répondre aux besoins des nouveaux clients. Le prix maintenant, toujours la chose qui fâche, mais bon, il faut en parler. Soit on peut faire un prix à la mission, comme ça se faisait pendant très longtemps, soit on peut faire des packaging, comme je vous ai fait voir au tout départ. 3 tarifs, bien centrés, et vous proposez tel service. Je vais dire, je sais pas, j'invente là. On va dire la compta, la mise à jour, la compta avec déclaration fiscale, le minimum, sans conseil, par exemple 50 € par mois. Et puis vous allez avoir le conseil 10 heures par an avec une personne attitrée, peut-être 75-80 € par mois. En sectorisant votre tarif, au moins vous serez clair, vous. Et vous allez donner une bonne image de ce que va attendre le client. Il saura à quoi s'attendre. Et ça, c'est important d'être clair là-dessus, sur la tarification. Un autre biais. Comment voulez-vous vendre? Par exemple, vos collaborateurs, comment peuvent-ils vendre si vous n'avez pas de grille tarifaire? Moi, j'ai eu le cas dans mon ancien cabinet, on n'avait pas de grille tarifaire. Et quand je rencontrais des clients, ils me disaient « Ah, ok Florian, je la prends la mission, ça combien ?» Je ne sais pas. Il faudra que je vous rappelle. Eh bien, j'avais déjà perdu le client. Parce qu'on veut au moins un tarif au départ. Pour se dire, est-ce que c'est trop cher? Non, ça rentre dans mon prix. Il vous faut, pour aussi vous vendre, avoir une tarification. Après, on peut passer sur des abonnements. Ça existe déjà dans le secteur. Et, depuis peu, vous avez les success fees. Ça peut être un moyen de vous rémunérer. Pas pour tous les cabinets, mais pour certains, ça peut y répondre. Un autre biais que j'ai mis aussi, c'est le freemium. Je me suis dit, tiens, Netflix, ils le font, Canal+, vous avez un mois gratuit, après, on vient chez eux. Pourquoi pas, peut-être, imaginons, dans 10 ans, la saisie comptable, ça ne vaut plus rien, c'est automatisé. Et on propose à nos clients un petit logiciel pour qu'eux puissent le faire et le suivre en distanciel. Par contre, s'ils veulent le conseil, là, on rentre sur la tarification. C'est une proposition. Je ne dis pas que ça existe et que ça fonctionnera. Mais regardez ce qui se passe ailleurs aussi. Maintenant, vous pouvez avoir une tarif sur du secteur. Si vous faites du premium plus haut, vous pouvez faire du low cost aussi plus bas. Vous pouvez aussi, pour la fidélisation, avoir des remises et certains avantages. Car qu'est-ce qu'il y a de plus
navrant, on va dire, quand vous avez un nouveau client qui arrive chez vous, qui paye moins cher qu'un client que vous aviez depuis 10-15 ans, qui lui est fidèle et qui se rend compte au bout d'un moment, oh, je paye beaucoup plus cher que le nouveau qui vient d'entrer et qui négocie les prix. Faites des remises. Communication. Vous ne devez pas communiquer que sur Internet. Il faut faire du offline et du online. Il vous faut un site Internet, il vous faut des réseaux sociaux, mais il faut aussi communiquer auprès de votre zone géographique. Certains sont dans des BNI, dans des groupes de chefs d'entreprise. Vous devez aussi fortifier cela. La communication, elle peut être généraliste, si vous voulez toucher à tout le monde, ou au contraire personnalisée. Comme quand je vous ai donné l'exemple avec les infirmiers, je n'ai pas parlé de clientèle à vendre, mais de patientèle. Juste en parlant sur des mots qui sont les mêmes langages qu'eux, vous serez audible pour eux. Utilisez le même langage. Proposez des contenus qui soient adaptés à eux. Vous pouvez avoir une communication synchrone ou asynchrone. Vous pouvez faire très bien, comme là on est en train de faire tout de suite, en synchrone. Ou faire des vidéos YouTube qui peuvent vous apporter des clients plus tard dans le temps, sans avoir à répéter toujours la même chose. Et puis, ça dépendra de votre stratégie, mais vous pouvez faire soit du commercial, en disant, voilà, moi je fais la comptabilité à tel prix, ou au contraire, montrer votre expertise, en disant, par votre expertise, voilà ce que je vous offre. Et ça, c'est important de communiquer là-dessus. Récemment, il y a 3 mois, je lisais un article, parce que je m'étais intéressé un petit peu à tout ce qui était les crypto-monnaies. Je ne maîtrise pas du tout là-dessus. Et dans l'article, il faisait voir que pour trouver un expert comptable, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est les crypto-monnaies, les crypto-actifs, comment enregistrer, faire le suivi. Et dans l'article, à la fin, il disait « l'expert comptable qui existera, qui pourra se faire connaître là-dessus, sera sûrement millionnaire. » Moi, j'en connais un, de tête, tout de suite, c'est Fabrice Evrard. C'est le premier que je me cite parce que je sais qu'il travaille là-dessus et qu'il communique énormément. Après, si vous me disiez quelqu'un d'autre, je dirais peut-être les bigs. Ils doivent avoir des services. Non? Et Sandrine aussi, il fait. Mais vous voyez, en communiquant, vous allez montrer une certaine expertise. Derrière, si Fabrice, par exemple, ou Sandrine étaient sur de l'agricole, ça ferait, par exemple, 2 discours différents. Vous devez montrer une seule expertise parce qu'on est tellement nombreux que ça devient compliqué d'être audible et d'être expert partout. Distribution. On peut avoir un cabinet normal, ou tout en ligne, comme certains font, ou du digital. Vous pouvez mélanger les genres. On a les outils, les moyens technologiques qui nous permettent maintenant d'avoir des clients à l'autre bout du monde. Et la Covid nous l'a fait voir, justement. Alors, quand vous communiquez, quand vous vendez des choses, vous pouvez le proposer à l'autre bout du monde. Vous serez peut-être plus audible, par exemple, sur Marseille, parce que vous savez communiquer par là-bas. Ou au contraire que sur Paris, ou toute la France. Mais vous devez avoir un cabinet qui évolue, avec une clientèle soit restreinte à la ville, région, ou pourquoi pas la France. Vous devez travailler là-dessus. Le 5e point, c'est le plus dur, moi je trouve souvent. C'est de se dire, allez, on se lance maintenant, comment on l'applique? La première question à se poser, c'est de savoir si on a les moyens en interne. Est-ce que moi, en tant qu'associé, ou un collaborateur peut s'en charger? Ou au contraire, le proposer à quelqu'un en extérieur? Derrière, quels sont les objectifs? Il faut qu'ils soient clairs. Par exemple, je veux augmenter de 30% mes prospects. Eh bien, il faut le marquer et de se dire, tiens, je fais un point dans un mois, est-ce que ça suit ma courbe? Comme quand on fait le contrôle de gestion de nos cabinets ou de nos clients. Quand on regarde l'évolution, on attend à ce que les chiffres puissent suivre nos objectifs. Et en fonction de ça, on va évoluer. C'est le 3e point. Ça fonctionne. On en met au-dessus. Ben, on continue, la stratégie est bonne. Ou au contraire, se dire, bon, là, ça ne fonctionne pas bien. C'est pas d'arrêter, mais de se dire, bon, peut-être qu'on va mettre moins d'argent, ou on va peut-être moins communiquer sur le réseau, on va peut-être plus aller faire sur de la proximité. Il faut être dans ce que j'appelle, dans ma bonne pratique, le test and learn. Ça vient des startups où il faut bien essayer sur 4, 5, 6 petits domaines au début, et vous regardez celui qui fonctionne.
Tiens, là, on voit que les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Bon, je passe un peu moins de temps, je vais aller faire plutôt des vidéos. Tiens, ça fonctionne. Ah bah, je vais passer un peu plus développer ça. C'est de jauger là où vous allez avoir quelqu'un d'audible. C'est ça qui est important. Et de se dire à la fin, est-ce que mon objectif est atteint? Le plus important, c'est de voir s'il y a de la rentabilité. Parce que communiquer ou faire du marketing que pour le plaisir, ça ne sert à rien. Vous devez répondre à un objectif clair. Si vous avez dépensé 30 000 € par exemple en communication, moi, j'attends, j'ai 30 000 € de nouveaux clients ou d'honoraires qui rentrent. Si on n'a pas atteint ça, à minima, eh ben, on change ou on arrête. Mais vous devez avoir une rentabilité grâce à ce marketing. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour que vous puissiez encore plus développer votre cabinet, plus sur votre travail. D'accord? Donc maintenant, je vous ai proposé, hop, on va le passer, 4 stratégies qui peuvent être déployables lors d'aujourd'hui dans votre cabinet. Ça vient du monde du marketing avec les stratégies de spécialisation. Vous aurez une stratégie de différenciation, qu'on verra, ce qu'on appelle différenciation par le haut. Vous allez avoir la diversification et celle de pénétration. Ce sont 4 stratégies qui sont utilisées dans les différents secteurs, mais que j'ai pu adapter avec des exemples pour qu'on puisse l'appliquer à l'heure d'aujourd'hui dans nos cabinets. Le premier va répondre plutôt à l'expert comptable qui tend aux compétences spécialisées. L'objectif, c'est de répondre à un marché bien précis, sectoriel. Votre cible, ça va être quelqu'un qui n'a pas été satisfait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui parce que les données, les conseils n'étaient pas assez pointus ou trop généralistes, on va dire. Et votre positionnement, vous, comment vous allez travailler ça sur vos produits, vos services, votre communication, ça va être en mettant votre expertise en avant. Montrez vos compétences spécialisées. Toujours communiquer par ce biais-là. Comment on va s'en rendre compte avec ces fameux 4P, ce mix marketing? Ça va être les services. Vous allez avoir sur votre site internet ou dans votre cabinet, sur les présentations des gammes, c'est des gammes spécifiques qui répondent qu'à ce secteur, avec des mots bien précis liés à ce secteur. Le prix, vous pourrez avoir une fourchette de prix plus haut. Pourquoi? Parce que d'entendre juste le mot spécialiste, ça change tout. Faisons le rapprochement avec dans le domaine du médical. Vous allez voir un médecin généraliste, et quand vous allez voir un spécialiste, tout de suite, la fourchette est plus haute. Mais le client l'accepte, parce qu'il considère qu'il a une expertise, une spécialisation dans son domaine pointu, et qu'il va répondre avec talent. Donc, le prix est plus acceptable. Et donc, vous pourrez le faire. En communication, vous devez communiquer en tant qu'expert. Vous faire connaître sur Internet, vous faire connaître dans votre ville, vous faire connaître par votre expertise, avec des articles personnalisés sur, prenons un exemple, je suis spécialiste de l'association. Et ben, je vais écrire des articles par rapport au conseil supérieur, je vais essayer d'aller dans les commissions dans ce domaine-là, je vais être interviewé dans ces domaines-là, je vais aller dans le monde associatif, faire des représentations, des séminaires, pour être reconnu comme expert par ce biais-là. Et vous deviendrez audible. Après, au niveau de la distribution, vous pouvez avoir un cabinet physique, comme tout le monde, mais je vous conseillerais d'aller en termes de clientèle, toute la France. Vous devez communiquer, vous devez agir sur toute la France. Parce que là, vous n'aurez pas 20 000 confrères à côté de vous, vous aurez peut-être 500 confrères. Et donc, il y aura un maillage un peu plus grand à avoir. L'avantage, c'est un nombre réduit de confrères et une acceptation d'un prix un peu plus fort pour la clientèle, les prospects. L'inconvénient, c'est qu'on va être dépendant de ce secteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir un secteur ultra précis. Prenons l'exemple encore de l'association. Une association spécialisée dans la musique est peut-être trop restreinte, parce que vous n'aurez que peut-être 100 associations. C'est peut-être pas assez. Il faut trouver la bonne taille pour ne pas être trop dépendant.
Et je vous ai mis une petite illustration de ce que l'on pourrait trouver sur Internet. C'est moi qui l'ai fait pour ne pas prendre d'exemples qui existent sur le marché. C'est de mettre en avant justement les mots. Là, on est dans le cas de l'association et comité d'entreprise. Toujours mettre en avant que vous êtes spécialiste dedans. Et mettre que vous êtes titulaire d'une reconnaissance. Que vos pairs vous reconnaissent comme un spécialiste. C'est une stratégie qui peut être applicable. Et que certains cabinets à l'heure d'aujourd'hui font. Mais peut-être que ça ne vous convient pas. Et donc, il y a d'autres stratégies qu'on pourra appliquer. Vous avez celui de la différenciation. Ce sera plus sur le marché traditionnel. Ça pourra correspondre peut-être plus à tous les cabinets. C'est de se dire, voilà, le marché est en mutation, mais je vais quand même essayer de rester à répondre à tous nos clients actuels, à tous nos futurs. Je ne veux pas me sectoriser, mais il va falloir que je mette des choses en plus. Il va falloir que je monte en gap. Donc, on va essayer de trouver des nouvelles missions complémentaires ou avec une valeur ajoutée supplémentaire. Donc, votre positionnement, vous pourrez peut-être demander l'usage des success fees et personnaliser le plus possible la relation et les moyens de rentrer en contact avec votre expert. Le service sera de qualité. On va essayer de tendre vers du premium et la digitalisation au maximum, avec ces fameux outils en ligne, mettre des moyens à disposition, au lieu de faire des réunions ou d'envoyer des newsletters, peut-être faire des podcasts où vous allez avoir du fiscal, social, où les meilleurs experts du cabinet vous donnent des news. L'objectif, là, c'est de améliorer un petit peu notre service, qu'on soit considéré comme une marque à part entière. Donc, cette stratégie tendrait plus dans un premier temps sur les cabinets d'une certaine taille, voire grosse taille, où on veut être reconnu comme marque. La communication doit être offline et online, bien sûr, avec une partie d'expertise à montrer, comme quoi on se connaît sur le secteur. L'inconvénient, par contre, c'est que vous allez avoir des coûts très élevés là-dessus. À vouloir être expert dans tous les domaines, vous allez devoir avoir plein de personnes qui travaillent sur tous ces domaines-là. Et donc, ça demande encore plus de temps, plus de communication. Donc, ça peut être négatif. L'avantage, ça va vous permettre de mettre en place une vraie image de marque. Mais, nous sommes 20 000 encore experts comptables, il y a peut-être déjà pas assez de place là-dessus. Mais il y a encore de la marge. Ce sera en fonction de comment vous allez mettre en premium vos services et comment vous allez les packager. Troisième proposition, qui conviendrait plus au cabinet de petite taille, qui veut rester aussi traditionnel, avec une cible plutôt TPE-PME, c'est se tourner peut-être sur un positionnement full service. Nos clients nous font confiance, notre compta est à jour, la fiscalité, le social. Pourquoi pas aller plus loin avec du secrétariat, l'informatique, la gestion de trésorerie, RH. Vous avez ces compétences. Malheureusement, il y a une chose qu'on n'est pas bon là-dessus, c'est qu'on n'arrive pas assez à communiquer et vous constaterez que nos clients ne connaissent pas tout le domaine de nos services. Nous devons communiquer dessus pour leur dire « mais ça, on peut le faire ». Le secrétariat, on peut s'en occuper. On a les compétences au sein de notre cabinet. Et il faut le dire. En accolant en fait des services complémentaires à votre service de comptabilité traditionnel, on va pouvoir aller chercher du chiffre d'affaires. Et n'oubliez pas, vous êtes le premier acteur, vous êtes le bras droit du chef d'entreprise, donc il va vous écouter. Et à côté de ça, vous allez devenir de plus en plus son bras droit, le seul qui va s'occuper de toute la partie administrative tertiaire. Il y a déjà certaines personnes qui le font au sein de la profession avec DAF externalisé. Si je me rappelle bien, c'est le Conseil supérieur ou la région qui accompagne justement sur un diplôme avec HEC là-dessus et qui peut vous permettre de mettre ça en avant. Surtout que les clients sont très friands. Les petites TPE-PME n'ont pas les moyens des fois d'embaucher une secrétaire à plein temps. Et pourtant, ils aimeraient pouvoir se décharger de tout ce côté administratif. Alors, en communiquant dessus, vous pourrez prendre une part de marché. Le prix restera par contre dans le secteur.
Et il faudrait peut-être packager ça avec des choses bien concrètes. Par exemple, un premier niveau où je fais la mission traditionnelle, compta, social, à un certain prix. Le deuxième, où je peux vous accompagner pour tout ce qui va être la trésorerie, créance client, et le full service, complètement, où je m'occupe de tout pour votre cabinet, à ce tarif-là. En communiquant là-dessus, vous allez être beaucoup plus clair pour certains. Parce que rappelez-vous, il y a certains clients qui veulent qu'on les décharge complètement de certaines choses. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent faire leur métier. Prenons par exemple un artisan plombier, qui n'a pas forcément eu de cours sur tout ce qui est gestion d'entreprise, et son entreprise marche très bien. Il a du mal à gérer son administratif, on va dire. Et bien, le full service pourrait être une solution. En communiquant là-dessus, vous allez pouvoir lui déléguer. Au contraire, vous voulez, un de votre client est bien spécialisé sur l'export international dans tel biais. Il sera peut-être plutôt attiré par la communication sur quelqu'un qui va être sur les compétences spécialisées. Vous ne pourrez pas répondre à tout le monde, vous devez le savoir. Mais en étant bien précis et en répondant aux besoins spécifiques de tel client ou tel prospect, vous serez audible. Et c'est ça qui est important de vous dire. Le dernier point, ce serait la stratégie de pénétration. C'est ce qu'on appelle plus, dans le langage courant, marketing, comment on va casser les prix en fait. C'est un peu le low cost. Ça existe déjà dans le secteur. Je ne dis pas que c'est la meilleure ou la moins bien, mais c'est une stratégie. Elle va répondre aux millénials, les jeunes nouveaux chefs d'entreprise, qui n'ont qu'un seul objectif, faire du déclaratif sans recherche de conseil, au prix le plus abordable. Il y a une clientèle qui recherche ça, et d'autres non. Mais on peut se poser la question de, si on veut rester sur le marché un peu traditionnel, sans aller faire du full service ou en étant un spécialiste, peut-être que ça peut être une solution. Mais comment faire après, avec nos coûts? Est-ce qu'il nous faut encore un cabinet ouvert, qui est pignon sur rue, ou au contraire, tout en distanciel, comme certains font? À quel tarif? Parce que là, la problématique va être sur le prix. Si vous avez un concurrent qui va être à 49 € et que vous vous mettez à 48 €, vous pouvez tout emporter. Ou au contraire, si on a un autre qui vient juste en dessous à 1 €, vous pouvez tout perdre. C'est une stratégie marketing qui peut être faite. Après, l'inconvénient, c'est qu'à long terme, il faut peut-être se poser les bonnes questions sur l'investissement en marketing qui est très lourd. Ça demande énormément, en fait, de faire du marketing payant, du référencement payant sur Internet. Parce que ces personnes-là, ce qu'ils cherchent, ces clients-là, c'est directement sur Google en tapant « comptabilité pas chère ». Donc, quand on tape « comptabilité pas chère », vous mettez une publicité payante là-dessus et vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous écouter. Donc, je vous ai présenté 4 stratégies qui peuvent être applicables lors d'aujourd'hui et qui peuvent se dupliquer dans le temps, dans la profession, et sur les biais sur lesquels il faudrait travailler. Avant de passer à la partie questions-réponses, je voulais faire un petit point pour que vous puissiez commencer dès demain ou dès lundi avec une checklist en vous disant prenez au moins un jour ou le week-end justement de réflexion pour vous dire quel est l'objectif stratégique de mon cabinet. Qu'est-ce que je dois faire pour être là encore dans 5 ou 10 ans? Une fois que vous aurez répondu à cette question, prenez 1 à 2 jours avec vos associés pour définir une vraie stratégie marketing. Qu'est-ce que je veux vendre? Comment je veux me positionner? Répondre à quel client? Et surtout, répondre à cette phrase, pourquoi le client viendrait chez moi? Pourquoi chez moi? Qu'est-ce que j'ai de différent? Troisième point, essayez de mettre en place un marketing au sein de votre cabinet. Alors au départ, commencez pas par vouloir tout mettre en même temps, sinon on n'y arrivera pas. Commencez par une seule chose. Commencez par exemple, si vous n'avez pas de site internet, c'est la priorité dans le domaine online. Commencez par un site. On voit que ça fonctionne bien, après peut-être les réseaux sociaux. Et après peut-être le référencement payant. Mais ne faites pas tout en même temps parce que vous serez débordé. Trouvez aussi la personne au sein de votre structure qui puisse vous accompagner là-dessus. Et si vous ne pouvez pas, demandez à quelqu'un de vous accompagner en externe
Peut-être pas tout le temps, mais au départ, pour vous permettre de vous lancer. C'est important. Après, c'est de le mettre en place au sein de votre structure. Qui s'occupera de faire la communication? Qui décidera de mettre les tarifs? Tout ça est important. Et si on commençait, on va dire, aujourd'hui, un marketing au sein de votre cabinet, il ne pourra pas être effectif demain. Ça va prendre peut-être 3 à 4 mois avant que ça soit bien mis en place au début. Il faut en avoir conscience. 4e point, le plus dur, je vous l'ai dit, c'est le pilotage. Le pilotage, c'est toujours se dire, une fois par semaine, se prendre peut-être 30 minutes pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a bien communiqué? Est-ce qu'on a des nouveaux clients? Est-ce qu'ils sont venus par nos biais, en fait, de la communication, ou c'est quelqu'un qui nous les a envoyés? C'est de faire un point, comme on fait sur nos clients, sur nos entreprises, pour voir si on est en bonne santé. Donc prenez au moins une demi-heure ou 1 heure par semaine en disant, voilà, est-ce qu'on a lancé tel projet? Qui s'en occupe? Où on en est? Ça, c'est important. Et sachez que le marketing est quelque chose de très fort qui peut vous permettre de développer énormément votre cabinet. J'en suis sûr. Donc maintenant, si vous voulez bien, on peut répondre à plusieurs questions sur le thème. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors si j'ai bien entendu la question, c'est de se mettre sur un positionnement différenciateur en repensant tout le business model, c'est bien ça? Quitte à le repenser? Oui. Après ça va être une décision qu'il faudra avoir avec les associés. Mais oui, le business model est une partie qu'il faut revoir avec ce marketing. Après, ça va de pair souvent. Vu qu'on va travailler sur la tarification, le business model sera complémentaire. Oui. C'est la bonne réponse que je vous ai donnée? C'est bon. Quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, oui. La communication du prix sur Internet. Si on fait, par exemple, par secteur, par exemple, les artisans, tel prix. Les boîtes à chaussures anciens s'est transformé en boîte mail chaussures aussi. Et comment peut-on donner le même prix à 2 artisans dont l'un vous donne les choses comme il faut et l'autre qui vous envoie comme il peut? Alors, juste avant de répondre à la question, il faut se rappeler qu'au niveau déontologique, on n'a pas le droit de donner un prix fixe. C'est toujours à partir d'eux. Et oui, c'est compliqué entre le client qui va donner les choses dans les règles. Vous serez obligé de donner le même prix. Après, ce sera à vous après coup, on va dire, refacturer, entre guillemets, quand vous aurez le client, sur la partie voilà, gestion, vous pouvez lui proposer, gestion de l'administratif, gestion de ce travail supplémentaire, un petit surcoût. Mais après ça, vous ne pourrez pas le faire en termes de publicité. Ce sera une fois qu'il sera en interne dans un... C'est pas ce qui va vous permettre dans un premier temps de l'attirer. Sinon, vous allez le faire plutôt fuir. La communication du prix n'est plus correcte. Oui. C'est à double tranchant. Oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est plutôt comment on va gérer en interne le client. Ouais. Quelqu'un d'autre? Oui, ici. Alors justement, en termes de prix et de conseils, quel budget de base un cabinet traditionnel doit consacrer à son marketing? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne devrait pas avoir un pourcentage du résultat affecté chaque année? Alors j'allais vous dire, ça dépend vraiment. Moi, par exemple, quand j'accompagne mes clients, ce que j'essaie de faire, c'est du gratuit. Ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Si votre communication, votre service n'est pas cohérent avec ce que vous dites, vous pourrez mettre tout l'argent que vous voulez, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est de savoir à qui on va parler. Par exemple, vous pouvez mettre 10 000 € dans de la publicité pour essayer de convaincre l'un des patrons du CAC 40 de venir chez vous. Je sais tout simplement qu'il ne regarde pas la télé, donc la publicité ne servira à rien. Il faut savoir, à minima, bien centrer justement cette partie stratégique. Après, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir au moins
un LinkedIn d'ouvert, bon, ça c'est gratuit, d'avoir 2-3 outils qui vous permettent de faire en ligne certaines images, comme Photoshop, mais ça reste à des prix corrects, 150 €, 200 €. Voilà, il n'y a pas vraiment de normes. Hein. Vous allez avoir des sociétés qui vont mettre 1 million d'euros, par exemple, chez L'Oréal, et qui ne vont pas réussir à avoir plus de prospects qu'une petite boîte qui en aura mis que 50 000. C'est plutôt ce que vous allez dire dans votre façon de communiquer, sur vos vidéos, sur les articles. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui? Bonjour. Bonjour. En fait, j'aurais deux questions. Oui. La première, c'est sur les success fees. Vous Oui. avez parlé de success fees, juste savoir est-ce qu'il y avait des contraintes ou des règles pour où c'était applicable ou pas, selon des missions particulières qu'on pourrait donner. Alors là, je ne sais pas du tout. Ça sort de mon champ de compétences. Je sais que le success fees, on peut les utiliser maintenant. Mais après, sur la manière de communiquer, il faudra peut-être se rapprocher auprès du conseil régional ou conseil sup pour qu'il puisse vous accompagner là-dessus. Ouais. D'accord. Mais c'est un moyen, vous pouvez le faire dans votre tarification, le success fees. Se dire, voilà, peut-être qu'on va aller chercher des missions complémentaires là-dessus. Voilà. Et votre deuxième question? Et la deuxième question, c'est de savoir, en fait, en termes d'outils, afin de mesurer l'impact de la nouvelle stratégie marketing, est-ce que vous avez des outils qu'on vous conseille afin de savoir clairement, en fait, mesurer en fait, les conséquences de la stratégie qu'on a mis en place? Alors en outil pour créer la stratégie en lui-même, il n'y en a pas trop, à part un site peut-être qui est reconnu, c'est HubSpot, H-U-S-P-O-T, qui en fait de l'inbound marketing, du marketing de contenu, et qui a à titre gratuit des outils, des petits outils pour créer vos personas, pour des livres blancs, pour vous accompagner à faire la stratégie. Mais ça reste sur du marketing général. Après, vous avez des outils que vous pouvez utiliser, par exemple Canva, qui est un outil gratuit pour faire tout ce qui va être vos images, vos publications. Voilà, vous avez sinon Hootsuite et Buffer qui peuvent vous permettre de faire de la programmation sur les réseaux sociaux pour mettre plusieurs posts, les automatiser. Voilà, principalement. Merci. De rien. Hotspot, il y avait Buffer, B-U-2-F-E-R. Vous pouvez partager du coup gratuitement. Si je me rappelle bien, c'est 10 posts par semaine. Après, vous pouvez monter en gamme en prenant un abonnement un peu plus cher. Enfin, je crois que c'est 15 € par mois. Canva, c'est gratuit. En fait, c'est le concurrent de Photoshop et c'est totalement gratuit. Pardon? Et Hootsuite, ouais, qui est comme Buffer, c'est pour faire de l'automatisation. Mais Canva, c'est vraiment très bien, ça vous permet de faire vous avez des petites vidéos, vous pouvez faire des posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des présentations, vous pouvez faire des cartes de visite, enfin, c'est tout ce qui est lié au design, à l'image. Vous auriez d'autres questions? Ou peut-être en ligne, je ne sais pas si on peut les récolter, pour les personnes en distanciel, non? Malheureusement. Bah, si c'est tout bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que ces 1h30 vous ont fait plaisir autant que moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter le marketing. Bonne journée à tous.